Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Lancolesi Cat 8. Alors le nom est peut-être un peu rigolo, je pense que les Bruxellois comprendront pourquoi. Mais ce vélo a quand même quelques propositions très sérieuses. C'est une sorte de mélange du MG 600 qui a eu un très gros succès et le Golf X qui a aussi eu un gros succès. Et bien on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce Cat 8 en dehors de son nom? Je dirais, au niveau du cadre, il n'a rien de spécial. C'est un cadre en V comme on retrouve souvent sur ce genre de vélo-là. Ça le rend très accessible pour grands et petits. Il y a juste la structure ici centrale qui est différente, mais je montrerai pourquoi. Au niveau moteur, on est sur un moteur de 250 watts, donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur les routes sans autorisation supplémentaire, sans équipement supplémentaire, donc ça c'est parfait. Vous pouvez évidemment toujours le débrider parce qu'il est limité à 25, mais vous pouvez le débrider avec la console. Mais si vous faites ça, vous sortez du cadre légal. Et il y a aussi un petit accélérateur qui est livré avec la boîte. Je ne l'ai pas installé non plus parce que on sort du cadre légal, mais si vous voulez le faire, il y a moyen de faire ça sur des chemins privés. Alors le vélo est très lourd, il pèse quand même un bon 35 kg. Donc ça veut dire que si vous tombez en rade sans batterie, vous allez un peu devoir pousser pour le ramener à la maison. Mais bon, voilà, a priori, la batterie a une bonne autonomie, on verra ça tout à l'heure. J'avais déjà eu d'autres Lancolesi avant et j'avais aussi trouvé que la peinture était particulièrement belle. Et ben, c'est de nouveau le cas ici parce que franchement, c'est du très beau travail. Cette peinture métallisée, ça me fait vraiment penser à une voiture qui sort d'un showroom. Bon, ici, moi, j'ai pas eu le choix de la couleur et je me disais, bon, vert, ça me tente pas plus que ça, mais je trouve que ce vert est vraiment magnifique. Je pense que ce sera le cas avec les autres couleurs aussi. Franchement, de ce point de vue-là, Lancolesi a vraiment trouvé une formule qui fonctionne assez bien. Alors, la structure centrale était un peu différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une suspension centrale et cette suspension, elle est vraiment incroyable. C'est probablement la suspension la plus confortable que j'ai eue. J'ai déjà eu des vélos avec ce genre de suspension là, je pense le RV 800 qui était très confortable. À l'époque, c'est le plus confortable que j'ai eu, mais celui-ci est encore plus efficace. Vous pouvez d'ailleurs régler la pression et activer ou pas la suspension. Donc en fonction de votre poids, vous pouvez apporter des réglages. Moi, je n'ai touché à rien, je pèse à peu près 100 kg et ce vélo encaisse vraiment très largement mon poids. Quand le terrain est accidenté, on dodeline un peu, mais franchement, c'est pas au point de perdre son dentier. Donc je trouve ça c'est clairement un point fort de ce vélo. Ça se vérifiera probablement quand je refais plus de kilomètres avec lui, mais pour le moment, avec les 15 km que j'ai fait, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, comme je l'ai déjà dit, le moteur est un moteur de 250 watts. Il est annoncé avec un couple de 85 Nm et une puissance en boîte crête de 1130 watts. Alors, les 85 Nm, ça paraît vraiment beaucoup, mais avec les quelques kilomètres que j'ai fait avant de commencer cette vidéo-là, je me suis rendu compte tout de suite qu'il a une réactivité incroyable. Donc, ça veut dire que il n'y a presque pas de latence en fait. À partir du moment où vous appuyez sur le pédale avec le capteur de couple, ça démarre tout de suite, au point tel que si par exemple vous êtes à l'arrêt et vous appuyez légèrement sur la pédale sans le vouloir, vous allez devoir freiner parce que le vélo va réagir immédiatement et vous allez avoir l'impression qu'il va partir. Donc ça c'est vraiment, avec le peu de kilomètres que j'ai fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé dès le départ. La réactivité elle est vraiment super. Il y a deux modes de fonctionnement pour le moteur. Il y a le capteur de couple qui est en fait la configuration par défaut. Donc ça veut dire que là le vélo va en fait capter la puissance que vous mettez dans les pédales et vous offrir une assistance en fonction de ça. Donc ça donne une expérience de pédalage qui est très proche d'un vélo normal. Mais vous avez la possibilité aussi de mettre un capteur de pédalage. C'est pas mettre un capteur de pédalage, vous pouvez configurer le vélo avec la console pour utiliser un capteur de pédalage. Dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir l'assistance tout le temps, presque tout de suite. Ça, c'est vraiment si vous voulez avoir un roulage très confortable sans devoir faire d'efforts. Dans ce cas-là, le moteur donne tout de suite, tout le temps, contrairement à un capteur de couple qui va en fait s'adapter en fonction de votre niveau de pression. Quand j'ai fait mes premiers tours de roue avec ce vélo, je me suis dit, il a l'air un peu plus dur que les autres. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le poids ou autre chose, mais en fait, la raison, elle est ici. Au niveau de la cassette, on est sur du 11, 36, 11, et j'insiste sur le 11 parce que d'habitude, on est sur du 12, 14 ou voire autre chose. 11, 48, c'est beaucoup plus dur. Alors, est-ce que ça veut dire que ce vélo est beaucoup plus dur en règle générale? Oui, si vous utilisez cette vitesse-là, et non, en fait, si vous utilisez de l'assistance. En quoi est-ce que c'est intéressant? La plupart des vélos électriques, en tout cas ceux que j'ai testés, une fois qu'on arrive à leur potentiel, on pédale dans l'air.
Et moi je trouve ça assez désagréable puisque ça ne donne plus de possibilité de pousser avec les jambes. Avec celui-ci, si vous arrivez à la vitesse la plus difficile, vous allez avoir encore du potentiel pour pousser et donc pour aller plus vite, mais ça se mérite parce que un vélo de 35 kg avec du 48-11, il faut pousser un peu. Alors la chaîne n'a rien de particulier, mais je la trouve très relâchée. Donc j'ai quand même eu quelques soucis, j'ai pas eu de chaîne déraillée comme j'ai pu voir sur d'autres vidéos, mais par contre j'ai des ratés en fait, certainement quand j'appuie très fort, il y a quelque chose qui fait sauter la chaîne de quelques maillons et probablement elle n'est pas assez serrée. J'ai rien pour la modifier ici, donc je ferai ça une fois que je serai rentré chez moi, mais sur les 15 premiers kilomètres, j'ai déjà eu quelques fois où clac clac, la chaîne saute. Donc là, il faudra probablement faire quelques adaptations. C'est pas la première fois que ça m'arrive, il n'y a rien de dramatique, c'est juste une question de réglage. Alors je vous montre ma chaussure, pas pour faire de la pub pour Decathlon, mais parce que j'ai l'impression que les pédales sont un peu plus basses que d'habitude. Quand j'ai mon pied dessus et qu'il est un peu incliné, je touche le sol, donc ça m'était pas encore arrivé. Bon, maintenant c'est pas dramatique, mais si je dois tourner un peu et que mon pied dépasse, je pense que le bas de ma semelle risque de frotter un peu sur la route. Alors la selle, c'est format grand-mère, donc c'est assez large, c'est très confortable. Bon, moi ça me surprend toujours un peu des selles comme ça parce que j'ai l'habitude de rouler avec un vélo de course, donc c'est excessivement confortable, ce qui est très bien pour ce genre de vélo-là. Il y a juste le problème du tube en fait. Bon, ici j'ai mis le tube, la dernière gradation est ici. Donc il y a quand même déjà pas mal de distance entre la dernière gradation et ce que j'ai mis, mais le tube de selle en fait il est pas très grand en fait, il y a peut-être encore ça à l'intérieur du tube, donc je peux pas vraiment le mettre plus haut et donc pour ma taille c'est un peu juste, donc je mesure 1m94, le vélo est censé être adapté jusqu'à 1m90, donc bon c'est ma faute, j'ai 4 cm de trop, mais je trouve que c'est pas assez en fait pour ma taille. Bon, maintenant ça ne m'empêche pas de rouler, c'est juste que c'est une question de style en fait. Enfin pas de style mais de façon de rouler. Donc moi j'aime bien rouler en poussant très fort et avec les jambes qui sont quand même un peu tendues. Bah ici malheureusement avec la distance que j'ai, je peux pas vraiment tendre mes jambes, elles sont toujours un petit peu pliées. Donc si vous roulez calmement, il n'y a aucun problème. Maintenant si vous voulez rouler à fond et que vous êtes grand comme moi, bon dans ce cas-là ce sera un peu moins confortable. Alors à l'avant on retrouve une suspension je dirais assez classique, sauf que le débattement est quand même assez important, il fait 12 cm, ce qui vous assurera un confort assez important, comme en fait avec la suspension centrale d'ailleurs. La combinaison des deux va faire que ce vélo est quand même excessivement confortable. Elle est réglable comme les autres, donc là il n'y a rien de nouveau. Les garde-boue sont en métal, alléluia. Ça faisait longtemps en fait que je me plaignais des vélos Lankelesi avec des garde-boue en plastique qui sautaient sans arrêt et qui cliquotaient à chaque fois que la route était irrégulière. Ben c'est fini. On a du métal à l'avant comme à l'arrière et ça c'est vraiment top. Donc parce que quand on a un vélo comme ça qui apporte un certain niveau de confort, si on est sans arrêt ennuyé parce que le vélo cliquote, fait du bruit, etc. Je trouve pas ça top en fait pour un vélo de ce niveau de prix là. Bah ici maintenant c'est terminé. Les vélos, les garde-boue sont en métal et en plus ils sont quand même vraiment bien attachés. Donc c'est pas comme si à un moment donné ça va finir par se désolidariser. C'est quand même vraiment pas mal. Donc c'est un détail, mais je pense que ça peut faire la différence, surtout pour ce niveau de prix là. La batterie elle est donc forcément logée dans le cadre comme d'habitude. Elle est logée en dessous. Alors Lankelesi a fait quelques adaptations parce qu'en fait leur ancien support cliquotait, ce qui était assez désagréable également aussi. C'est plus le cas, maintenant tout est vraiment bien fixe. Vous pouvez donc charger la batterie en la retirant du socle ou en la rechargeant à partir de l'embout qui est ici. Alors la batterie en termes de capacité, c'est à peu près la même chose que sur les autres modèles, c'est du 20 Ah. Avec une autonomie annoncée ici de 150 km. Bon, je pense que la réalité sera un peu différente, mais ça je testerai par la suite dans cette vidéo. Le changement de vitesse est tout à fait classique, donc on peut monter et descendre avec les leviers qu'il y a ici devant et derrière. Ici avec les 15 km que j'ai déjà fait, j'ai rencontré vraiment zéro problème, c'est très fluide. Bon, alors, généralement avec Lankelesi il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Donc il y a 8 vitesses. Je préciserai après la configuration, mais l'ensemble fonctionne assez bien. Alors la différence par rapport au modèle précédent, c'est peut-être que quand vous recevez le vélo, le frein n'est pas monté, enfin les freins ne sont pas montés et les leviers non plus. Donc si
vous êtes allergique à l'effort, il va falloir faire un peu plus de travail, mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir choisir vous-même la position des freins, parce que je trouvais que les positions de base en fait, des freins n'étaient pas vraiment bien orientées par rapport à mes mains. Ici en fait j'ai pu tout régler facilement dès le départ en fonction de la position de mes mains, donc ça c'était plutôt pas mal. Alors la console ici en dessous, elle est en fait exactement la même que sur les autres modèles. Donc elle permet d'allumer évidemment le vélo. Ici on a les feux clignotants donc, qui s'allument ici derrière, donc ça c'est vraiment pas mal en termes de signalisation. Donc les freins allument les phares et les clignoteurs également aussi. On a le klaxon, la fonction de, appelons ça la fonction trottoir en fait, qui permet de démarrer le vélo à une vitesse réduite, les paramétrages, les phares et le passage de vitesse. Alors en soi tout ça c'est très facile, il n'y a aucun problème, mais le reproche que je lui fais c'est la même chose que sur le modèle précédent en fait, c'est qu'a priori ce qu'on utilise le plus sur ce genre de pavé de contrôle, c'est le changement de vitesse, et c'est pas le truc le plus facile d'accès. Donc on monte et on descend ici, mais en fait sur le chemin il y a le bouton d'allumage, ce qui n'est pas trop grave. Par contre, il y a le klaxon. Donc si quand vous roulez, vous ne regardez pas en fait où vous mettez les doigts pour changer de vitesse, vous allez parfois appuyer sur le klaxon par erreur. Donc là, j'espère que l'Uncle va faire un petit effort, après avoir résolu le problème des garde-boue, d'aller placer en fait les boutons de plus et moins sur le bord, ce qui serait beaucoup plus pratique que cette configuration-ci. Alors l'écran, c'était aussi un sujet de plainte dans les premiers modèles que j'ai testés chez l'Uncle. C'est plus le cas en fait. Bon ici, je ne vais pas dire qu'on est en plein été sous le soleil, mais il y a quand même de la luminosité, donc l'écran est tout à fait lisible sans aucun problème. L'écran est en termes d'affichage le même que celui que j'ai constaté sur les précédents modèles. Il y a juste ici, je pense, voilà. Quand j'appuie sur le frein, il y a le BR qui se met en route. Je n'avais pas remarqué ça avant sur les autres. Donc vous pouvez afficher le kilométrage, donc le kilométrage de la dernière route, le kilométrage total, la vitesse moyenne je pense également aussi. Tout ça c'est configurable dans l'interface. Prochaine amélioration, juste une idée comme ça pour l'Uncle, c'est de transformer l'indicateur de batterie en pourcentage, parce que ici j'ai 3 barres, et en fait en venant ici jusqu'à mon spot vidéo, il a oscillé entre 2 et 3, 2, 3, 2, 3, et je ne sais jamais en fait exactement où j'en suis. Bon, c'est pas très grave à ce stade-ci, mais le jour où je n'aurai plus qu'une seule barre et je vais passer de 0 barre à 1 barre, je vais quand même me poser la question de combien de temps je vais encore pouvoir rouler avec. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être amélioré par la suite. Alors comme je le disais dans l'introduction, on a des roues de 26 pouces ici, ce qui donne une manœuvrabilité quand même assez intéressante. Les pneus, ce sont des Kenda qui ont une bonne adhésion. Maintenant, ce sont des 3 pouces, donc c'est quand même assez large. Le crantage en fait est peut-être pas suffisant pour vraiment aller dans la gadoue. Moi je l'ai un peu rodé ici dans de la boue et ça glissait comme un peu, hein. Donc je pense que ça peut vous permettre de rouler sur des routes de campagne. Maintenant, s'il y a beaucoup de boue, ça risque quand même d'un peu glisser. Le vélo est équipé d'un porte-bagages de base, donc l'Uncle a tendance à être très généreux avec les équipements. Bon, moi perso, les porte-bagages, ça m'intéresse pas vraiment, mais voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui trouveront ça plus intéressant. Il est déjà monté et ça permet de stabiliser le garde-boue, donc en soi, même si je ne l'utilise pas, ça a au moins une utilité pour garder le garde-boue en place. On a donc ici des feux sur le côté qui vont être utilisés lorsque vous freinez ou quand vous utilisez le clignoteur, et un feu à l'arrière, et il y en a un autre ici à l'avant, un feu LED qui vous permettra de rouler la nuit avec un bon éclairage. Toujours au niveau des suspensions, en fait, ici on se retrouve avec des suspensions qui ne tapent pas le cadre. Ça peut paraître con, mais j'ai déjà eu des vélos L'Uncle où la suspension tapait sur le cadre et ça réduisait considérablement le rayon de braquage. Ici c'est pas le cas, en fait, vous avez une flexibilité, une mobilité qui est absolument impeccable. Bon, à ce stade-ci, je n'ai fait que 16 km avec le vélo, donc je vais faire mon tour habituel, enfin mes tours habituels pour voir ce qu'il vaut dans la durée et un peu estimer l'autonomie de batterie. Mais jusqu'à présent, il y a quand même quelques éléments qui sont très évidents. Il y a d'abord le niveau de confort. C'est juste vraiment incroyable. Donc pour venir ici, j'avais une route en travaux. Et donc la société qui s'occupe des travaux a mis des plaques de métal sur la route, et donc qui se chevauchaient. Donc c'est-à-dire tous les 10 mètres, j'avais le métal qui venait taper le vélo. Bon,
oui, ça s'entend, mais au niveau des vibrations, j'avais quasiment rien du tout qui arrivait jusqu'à moi. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Le Golf X était déjà très très bien, le RV800 Plus, je pense que celui-ci est encore un niveau au-dessus, et le fait qu'il ait des roues de 26 pouces, ça le rend certainement plus confortable. L'autre point qui était aussi très évident, c'est la réactivité du moteur, ce qui n'a pas toujours été le cas chez l'Ancolessi. Et donc là, je dirais que ça apporte un confort, mais il faut s'en méfier, parce que si vous êtes à l'arrêt et que vous appuyez par erreur ou je sais pas, en bougeant un peu sur la pédale, vous allez voir, il va réagir tout de suite aussi. Bon, heureusement, il ne démarrera pas tout seul, mais ça va vous donner l'impression que le vélo veut avancer tout seul et avoir la réaction de freiner directement. Donc ça, c'est deux éléments qui probablement se retrouveront dans la conclusion du test. Le freinage a l'air pas trop mal non plus. J'ai cramé un peu de gomme tout à l'heure en faisant un test de freinage, mais je regarderai les temps de freinage après quand je vais faire le montage vidéo. Donc ces trois éléments-là vont probablement se retrouver dans la conclusion, mais on verra ça quand j'aurai fait une centaine de kilomètres avec le vélo. Je vais maintenant tester le niveau de freinage. Je vais d'abord monter jusqu'à 25 km/h puis stabiliser. Ensuite freiner avec le frein avant sur la droite. Ensuite le frein arrière à gauche. Et finalement les deux freins en même temps pour voir le temps de freinage de 25 km/h à 0. Calage. Mon test de freinage a montré quelque chose d'assez intéressant. Donc habituellement, ce genre de vélo a une différence de freinage entre l'avant et l'arrière qui est quand même assez énorme, qui fait que le frein avant est quand même trop faible pour arrêter toute cette masse. Ici, c'est un peu différent. Donc j'ai mesuré le temps de freinage avec le frein avant, ensuite le frein arrière et les deux en même temps. Et la différence entre le frein avant tout seul et le frein arrière tout seul, elle est minime en fait. J'ai 1 seconde d'écart entre les deux, alors que sur les vélos précédents que j'ai testés, le frein avant, il fallait pas trop s'y fier parce que c'était largement insuffisant pour freiner un vélo de ce poids-là. Donc là, il y a quand même une amélioration très nette. Alors évidemment, si vous freinez avec les deux, vous allez cramer de la gomme très rapidement sur le sol parce que le freinage est ultra efficace. Donc pour donner un ordre d'idée, je vous affiche mes temps de freinage à l'écran. Je n'ai pas la distance de freinage parce que je n'ai pas vraiment un marqueur au sol qui me permettrait de faire ça de façon fiable, mais c'est quand même au niveau temps assez révélateur. Pour mon test d'assistance en montée, j'utilise le même parcours que d'habitude, sauf qu'ici je suis en haut plutôt que de filmer d'en bas. On a donc ici une pente de 2,5% qui s'étend sur 690 mètres. Je vais la monter d'abord sans assistance, et puis avec le niveau 1, 2, 3, 4 et 5, je vais mesurer le temps de parcours et les pulsations cardiaques pour évaluer le niveau d'assistance du moteur et l'effort à fournir. Pour la première montée, je n'ai pas activé l'assistance et je suis resté dans la vitesse la plus dure. Comme vous pouvez le voir, c'est nettement plus compliqué. Évidemment, ce n'est pas le but d'un vélo de ce type de rouler comme ça, mais ça permet au moins d'évaluer l'impact du poids du vélo et la résistance au sol. J'ai mesuré mes temps de parcours dans chaque niveau d'assistance avec à chaque fois les pulsations cardiaques. Je vous montre ce que ça donne à l'écran. Alors le niveau d'effort à fournir sans assistance est vraiment très important et ça se voit avec mes 170 pulsations. Le niveau 1 et 2 permettent de fortement diminuer l'effort, mais c'est vraiment à partir du niveau 3 que l'assistance se stabilise. Le gain du niveau 4 et 5 est en fait minime. Ces deux derniers niveaux seront surtout utiles pour les montées les plus difficiles. En restant au niveau 2 ou 3, 3 au maximum, vous bénéficiez d'une assistance efficace sans trop consommer de batterie. Donc si vous voulez faire un peu de sport sans faire une crise cardiaque, le niveau 1 est parfait pour vous, sinon vous passez au niveau 2 ou niveau 3. Je vais maintenant tester l'accélération pour chaque niveau d'assistance, à partir de la position d'arrêt jusqu'à 25 km/h. Je vais faire ce test pour tous les niveaux d'assistance et avec la vitesse la plus difficile. La mesure du temps pour chaque niveau permettra de mieux comprendre le comportement du moteur et le niveau d'effort à fournir.
Voilà, je vous affiche les temps pour chaque niveau d'accélération et je compare les résultats avec le dernier vélo de 250 watts que j'ai testé. Ces résultats sont assez parlants, surtout si je les compare avec le précédent vélo. Les temps que j'ai obtenus avec ce vélo sont nettement inférieurs au Lancolesi RX 600 Pro qui a pourtant le même type de moteur. La raison elle est très simple. C'est la configuration du pédalier qui fait toute la différence. Le développement en 4811 est donc plus grand et plus difficile. C'est ce qui explique en fait pourquoi il m'a fallu 28 secondes pour atteindre les 25 km/h sans assistance. Donc sans connaître la configuration du pédalier au moment où j'ai fait cette partie du test, j'ai tout de suite compris que la configuration était différente parce que le pédalage était beaucoup plus difficile. À partir du niveau 2, le Cat 8 dépasse le RX 600 Pro en performance et c'est là que la réactivité du moteur intervient. Le Cat 8 est toujours prêt à bondir et réagit plus rapidement que le RX 600 Pro. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous aimez appuyer fort et avoir un impact sur votre condition physique, les deux premiers niveaux d'assistance vont vous permettre de pousser fort et faire travailler vos jambes. Si vous ne voulez pas vous fatiguer, les niveaux d'assistance 3 à 5 offrent un confort de roulage d'un très bon niveau avec une belle réactivité et une assistance très efficace. Les vélos que j'ai testés jusqu'à présent étaient surtout bons dans la deuxième catégorie, donc au niveau de l'assistance, mais je me retrouvais vite à pédaler dans le vide. Ici, c'est plus le cas, la résistance liée au 4811 est nettement plus grande. J'ai plusieurs parcours pour tester le vélo sur de plus longues distances et comme j'utilise les mêmes parcours à chaque fois, je peux comparer mes temps et pulsations cardiaques. Ça me permet de quantifier l'effort à fournir et aussi la performance du vélo. J'ai pris mon parcours de 32 km pour comparer ce vélo aux autres. Ce parcours comprend un mélange de montée et de descente, mais rien de spectaculaire. Je vis dans une région assez plate avec une différence d'environ 100 mètres entre le point le plus élevé et le plus bas. Je vous passe d'abord une petite séquence où je pousse un peu dans une descente pour atteindre les 40 km/h à contre-vent. J'utilise ici le niveau d'assistance 2 et la vitesse la plus dure. Je passe ensuite une séquence où je descends un peu pour monter presque à 40, pour ensuite prendre une montée assez raide où je suis obligé de monter sur un niveau d'assistance plus élevé et descendre le niveau de vitesse. L'assistance me permet quand même de garder une bonne vitesse malgré la pente et tout ça sans vraiment trop me fatiguer. Maintenant, je vous affiche le temps de parcours avec mon rythme cardiaque pour le comparer au temps de parcours du RX 600 Pro qui est un moteur de puissance équivalente. Mon temps de parcours total est très similaire, j'ai à peine une différence de 9 secondes. Je suis sûr aussi qu'avec un temps d'arrêt plus ou moins long pour traverser une route, ça aurait pu être l'inverse. Ce qui m'a surpris par contre, c'est que le Cat 8 m'a demandé moins d'efforts malgré une vitesse moyenne un peu moins élevée. Je pense que j'avais eu beaucoup de vent contraire en fait, avec le RX 600 Pro, ce qui pourrait expliquer que l'effort à ce moment-là était plus important. Les deux vélos ont des performances assez similaires, mais le Cat 8 est plus réactif. Bon, il ne faut pas avoir peur de se limiter à 250 watts quand on choisit un vélo, parce que c'est justement avec des vélos de 250 watts que j'ai obtenu les meilleurs temps de parcours. C'est très largement suffisant pour ce genre de parcours. Avec les pneus montés sur ce vélo, vous pouvez envisager un parcours comme celui-ci qui alterne ornière et herbe. La suspension joue très bien son rôle et le vélo s'en sort très bien, à condition de ne pas rouler dans des zones trop boueuses. Quand les ornières sont boueuses et en plus en pente, vous allez sentir le vélo glisser, voire patiner un peu si ça monte fort. C'est tout simplement lié à la texture des pneus qui ne sont pas vraiment conçus pour une accroche maximale dans un terrain boueux. Je teste mes vélos sur la même route de pavés. Ces pavés n'ont en soi rien d'extraordinaire, sauf qu'ils sont en très mauvais état. Je n'ose plus rouler sur ces pavés avec un vélo normal par peur d'y laisser une partie de mon anatomie. Avec le Cat 8, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une expérience agréable, parce que ça secoue quand même un peu, mais la suspension fait super bien son travail et à aucun moment j'ai senti une forme d'inconfort pour ce genre de revêtement. Voilà, on arrive à la conclusion. Et je vais vous donner mon avis sur le Lancolesi Cat 8. Et l'avis est plutôt positif. Mais comme d'habitude, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous aider à faire votre choix parce que je pense que ce vélo ne conviendra pas à certains types de public. Et donc vous verrez en fait au fur et à mesure de l'évaluation si ça vous convient ou pas.
Je vais commencer par le moteur. Oui, c'est 250 watts, c'est pas super puissant, mais c'est légal pour être utilisé en Europe, donc pas de souci de ce côté-là. Et franchement, ce moteur est excessivement réactif. Ça, c'est vraiment un point fort du vélo, parce que souvent, les vélos électriques ont une petite latence. Ici, il n'y en a pas du tout. Ça réagit tout de suite et vous avez tout de suite la pleine puissance. Capteur de couple et capteur de pédalage selon votre choix. Donc ça, c'est vraiment parfait. Le niveau d'assistance, je dirais il y a une grosse différence entre les 2-3 premiers niveaux et ensuite ça se stabilise, donc ça veut dire que si vous n'êtes pas dans un terrain difficile, donc pas sur une grosse montée, vous pourrez rester en niveau d'assistance 3, vous allez économiser de la batterie sans devoir nécessairement appuyer plus fort, donc ça c'est une assez bonne configuration au niveau du moteur. La suspension, j'avais déjà eu une suspension comme ça sur le RV800+, celle-ci elle est plus efficace et en plus elle est réglable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez quand même un niveau de confort qui est vraiment bon, autant à l'avant qu'à l'arrière, donc les deux sont réglables et si vous voulez vous aventurer sur des chemins un peu moins civilisés comme celui-ci, enfin on voit pas très bien mais plus loin en fait c'est un peu plus cabossé qu'ici, ça ne posera pas de problème. Je mettrai juste un petit bémol, c'est que si vous voulez vous aventurer sur des chemins de terre avec une prise au sol qui est pas très bonne parce que c'est boueux, là par contre j'émettrai quelques réserves parce que les pneus sont pas assez texturés en fait pour avoir une très bonne adhérence sur un terrain plus meuble. Le cadre n'a rien de révolutionnaire, il ressemble assez fort à ce que j'ai testé sur des précédents vélos. Il y a juste la structure centrale qui est un peu différente parce qu'il fallait héberger cette suspension à l'intérieur du cadre. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est que le vélo est très lourd, il pèse quelque part dans les environs de 35 kg. Donc même si le moteur est efficace et que vous n'allez pas trop souffrir à cause du poids pendant que vous roulez, la différence va se situer à deux niveaux selon moi. Donc le premier, c'est que quand vous atteignez la vitesse limite d'assistance qui est 25 km/h de base, au-delà de ça, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à atteindre une vitesse bien supérieure. Donc là où par exemple sur du plat, avec un vélo plus léger et sans assistance, je peux monter, je dirais facilement jusqu'à 30-32 km/h. Ici, c'est quand même plus compliqué, hein. J'arrive à 27-28 et je sens que l'effort à livrer est beaucoup plus important. Donc ça, si vous voulez faire de la vitesse, c'est pas le vélo qu'il vous faudra pour le faire. Bon, après, il vous reste le choix de débrider, mais ça, c'est votre choix. Alors l'autre point des 35 kg, évidemment, c'est quand vous ne roulez pas et que vous devez déplacer le vélo quelque part, il vaut mieux placer le vélo dans un endroit facile d'accès parce qu'avec un poids et un encombrement pareil, vous allez avoir peut-être du mal à le soulever, le déplacer d'un endroit à l'autre. Donc ça, je pense que ça fait partie des points d'attention par rapport à un vélo de ce poids-là. La selle est super confortable, donc là j'ai fait plus de 150 km avec le vélo, je n'ai jamais eu le moindre problème de confort. Elle est assez ferme, mais malgré tout en fait assez molle pour ne pas subir trop fort les chocs. Il n'y a pas de ressort dedans, c'est vraiment de la matière qui joue le rôle d'amortissement, ce qui est très bien. Par contre le tube, il est trop court, donc là je suis vraiment au maximum. Je pense que si je devais me prendre une grosse bosse, le tube pourrait même sortir. Donc ça c'est pas conçu pour les grandes tailles, donc moi je mesure 1m94 et c'est un peu court. C'est un peu court pourquoi? Parce qu'en fait j'ai l'habitude de tendre la jambe quand je fais du vélo pour pouvoir pousser au maximum. Ici, je ne sais pas tendre la jambe, elle est toujours un peu pliée. Maintenant, si vous êtes grand et que vous n'avez pas besoin de pousser et que vous êtes plutôt du genre à rouler cool, je ne pense pas que ça posera problème. Il faut juste faire attention à un autre facteur qui est que quand la selle est haute comme ici, l'équilibre, donc la position de conduite, vous allez créer beaucoup plus d'appui sur les poignets. Et ça, je l'ai clairement ressenti. Donc j'ai fait par exemple une route de 52 km et à la fin, je sentais vraiment une fatigue assez forte au niveau des poignets parce que notamment, moi j'ai l'habitude de tenir le guidon comme ça plutôt que comme ça. Et donc dans cette position-là, l'effort à livrer par le poignet est beaucoup plus important. Donc je ne pense pas que ce vélo soit vraiment idéal pour les gens de grande taille. Donc c'est ce que je disais en introduction de la conclusion. Il est très bien ce vélo, mais il y a peut-être un certain type de public qui n'est pas tout à fait adapté. Donc les grandes tailles, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée parce que même si vous augmentez le tube de selle, vous allez augmenter la pression sur les poignets. Donc ça, c'est pas forcément positif. Par contre, si vous ne voulez pas tendre les jambes, alors baissez un peu la selle et vous aurez moins de pression alors sur les poignets. Alors la console, je ne vais pas y passer un quart d'heure, mais ce que je disais en introduction, c'est que les boutons n'étaient pas forcément bien placés et c'est le cas parce que franchement, quand je roule en vélo, je passe pas mon temps à regarder les boutons et donc ici, intuitivement, je me suis retrouvé à appuyer sur le klaxon un certain nombre de fois au lieu de diminuer la vitesse. Donc il y a ça. Après,
pour réagir rapidement, par exemple ici au niveau des feux clignotants, bah, parfois je ratais aussi. Bon, ça c'est vraiment une question d'habitude. Je pense que la console fonctionne très bien, il n'y a aucun problème, mais la disposition des boutons devrait peut-être être un peu différente. L'écran est très très bien. Bon, c'est malin, j'ai éteint le vélo juste avant de faire la vidéo. Il est parfaitement lisible en plein soleil, vous avez dû le voir pendant la vidéo. Ce n'était pas le cas pour les premiers modèles d'Ankylosi, donc j'espère qu'ils vont continuer à utiliser cet écran-là, parce que c'est quand même nettement mieux que ce qu'ils faisaient avant. Les garde-boue, je ne vais pas m'en plaindre cette fois-ci, ils fonctionnent vraiment très bien. Je ne peux pas dire qu'ils soient complètement silencieux, parce que malgré tout, les vibrations sur du fer, ça fait quand même un peu de bruit. Mais ça n'a rien à voir avec les garde-boue en plastique qui se déforment et qui cliquotent à la moindre vibration. Donc j'espère aussi que l'Ankylosi va continuer à utiliser des garde-boue de ce type-là parce que c'est beaucoup mieux. Le changement de vitesse fonctionne super bien. Bon, j'ai jamais vraiment eu à m'en plaindre de chez l'Ankylosi, mais si vous n'avez jamais testé de l'Ankylosi avant, sachez que le changement de vitesse est vraiment très fluide. J'ai eu juste un petit problème au départ avec la chaîne qui était un peu trop relâchée. Bon, il suffit de la serrer un peu et puis le problème ne se pose pas. Même quand il y a des bosses, en fait, maintenant, la chaîne tient parfaitement le coup. L'équipement de base est très bon, donc il y a évidemment le porte-bagages, les garde-boue en métal, etc. Mais il y a aussi le système de feu à l'arrière, donc il y a le feu plus les feux clignotants qui fonctionnent très bien. Mais je pense que les automobilistes ne sont pas encore habitués à voir ce genre de choses sur les vélos parce que j'avais beau l'utiliser, j'ai l'impression que les automobilistes ne voyaient pas les clignoteurs. Donc ils sont visibles, hein, mais c'est tellement inhabituel sur un vélo que je pense qu'ils font tout simplement pas attention. Alors la batterie, c'est toujours un élément très important pour les vélos électriques. Donc la batterie en soi n'a rien d'exceptionnel parce que c'est une 20 ampères-heure comme la plupart des vélos. Mais celle-ci, elle est vraiment pas mal. Alors pourquoi? Donc, mon premier trajet consiste à faire des tests où je roule de façon assez anormale puisque je teste la puissance du moteur, l'accélération, etc. Et donc, je me suis réservé 30 km pour rouler de façon anormale. J'ai ensuite rechargé la batterie complète et j'ai redémarré en fait le test pour rouler dans des conditions normales. Après avoir roulé environ 50 km, j'avais encore toujours les 4 barres de batterie. Alors je me suis dit, oulala, combien de kilomètres je vais devoir faire pour vider cette batterie? Et au final, c'est pas mal, mais c'est trompeur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les indicateurs de batterie, ils ne sont pas très linéaires. Donc si vous faites 50 km sans consommer la moindre barre de batterie, ça ne veut pas dire que vous allez faire 200 km d'autonomie ou même plus avec ce vélo-là. En fait, il faut comprendre que quand vous arrivez à 3 ou 2 barres de batterie, ces barres de batterie vont disparaître beaucoup plus rapidement à kilomètre équivalent que les kilomètres précédents. Alors au final, ça donne quoi? En fait, j'ai eu une autonomie en roulant normalement sur des terrains variés de environ 130 km. C'est clairement la meilleure autonomie que j'ai eue jusqu'à présent. Je l'ai obtenue en utilisant le niveau d'assistance 2 à 3 maximum. Je n'ai pas utilisé l'accélérateur, etc. parce que c'est pas légal ici. Donc j'ai fait ça dans des conditions tout à fait normales. Donc c'est un mix de pédalage et d'assistance que je pense être un comportement normal. Et donc c'est quand même 130 km d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. Mais gardez en tête que si vous reste 3 barres, que vous n'allez pas avoir l'autonomie équivalente aux 2 barres précédentes. Si vous retenez ça, vous allez réduire le risque de tomber en rade quelque part en pensant que vous avez encore 100 km d'autonomie. Voilà, on arrive au bout de cette conclusion. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je dirais que ce vélo offre une performance très très solide. Il y a juste que si vous êtes grand, peut-être que ce vélo ne vous conviendra pas. Si vous voulez faire du hors-piste sur terrain boueux, peut-être que ça n'ira pas non plus. Et que si vous recherchez la vitesse, que là non plus, c'est pas le vélo idéal. Donc si vous retirez ces 3 contraintes, a priori, ce vélo devrait être fait pour vous. J'ai un code promo dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous permettra de gagner au minimum une centaine d'euros. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau test.